Le Pays de Dreux, un territoire nature royale à moins d'une heure de la capitale, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on dit souvent de quelqu'un quand il est généreux, avenant, hospitalier, qu'il est royal, ou qu'on a été reçu comme des rois. La royauté dans notre pays, et dans ce qu'elle a produit de meilleur, demeure encore aujourd'hui une référence, un gage de qualité précieuse, de raffinement et de grandiose. Eh bien, ce sceau royal, qui vaut lui seul tous les labels touristiques, on le retrouve, figurez-vous, dans le Drouais. Le Drouais, ce singulier petit pays à moins d'une heure de Paris, et aux portes de la Normandie. Oui, c'est bien autour de Dreux, au cœur de ces trois vallées royales de l'Eure, de l'Avre et de la Blaise, que 81 communes se sont regroupées. Le but, se donner une impulsion commune et collégiale et faire vivre aux visiteurs des expériences inoubliables, ressourçantes, au cœur d'espaces naturels exceptionnels et de sites patrimoniaux remarquables. Nous passerons par exemple par le formidable château Renaissance sur la commune d'Annette, que le roi Henri II de France fit construire pour Diane de Poitiers, ou à Crécy-Couvet, où la marquise de Pompadour, favorite du roi Louis XV, laissa son empreinte. Nous nous arrêterons au remarquable château de Primard que Catherine Deneuve, oui, la reine Catherine, habita, et qui est aujourd'hui une étape hôtelière où sérénité et raffinement sont la règle. Nous n'oublierons pas la ruralité, sans qui ce pays ne serait pas grand-chose, et qui résonne à Dreux comme la note fondamentale qui unit les énergies au travers des associations, du bénévolat et de la formidable idée du festival Chant Libre et de ses actions culturelles originales. Oui, au Pays de Dreux, il fait bon s'arrêter un instant, un week-end, un mois, et goûter au charme qui séduisit rois, reines et favorites dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et pour parler de ce fabuleux petit pays de Dreux que je vous ai bien vendu, chers amis, parce que je l'aime déjà, nous avons autour de cette table Christelle Minard, qui est vice-présidente de l'agglo du Pays de Dreux, en charge de l'attractivité du territoire par les filières touristiques et agricoles. Bonjour Christelle. Bonjour Christophe. Vous allez bien? Je vais très très bien. Emmanuelle Sindraï est également avec nous. Elle est directrice de l'atelier à spectacle à Vernouillet et elle organise depuis 2 ans l'incroyable festival Chant Libre dont nous allons vous révéler les coulisses dans cette émission. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Et puis un garçon, il est là. Et il faut bien un garçon quand même. Nicolas Lauriette. Il est muséographe, Nicolas. Il est créateur du centre d'interprétation de la Renaissance à Annette et de la Maison des espaces naturels. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Alors première question, Christelle Minard. On est dans un environnement autour de la ville de Dreux. Comment vous pourriez dire à nos auditeurs en quelques phrases, comment vous pourriez résumer la destination ? Pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on est sur une destination verte, une destination où on respire, une destination où on vient faire du sport, où il y a de la culture, du patrimoine, il y a tout ça? Ah, il y a tout ça. Alors j'ai envie de vous dire, il y a d'abord un territoire généreux et accueillant, vous l'avez dit. Alors généreux par la nature qui nous entoure, un massif forestier remarquable qui part d'Annette, abondant, la forêt de Dreux, jusque la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais. C'est plus de 4000 hectares de massif forestier. On est dans du vert. On est dans un territoire vallonné, verdoyant, de plaines, de vallées, de rivières, de l'Eure, de la Blaise, de l'Avre. Un territoire où il fait bon vivre. D'accord. Et il fait bon pédaler aussi en vélo, se promener, randonner, faire du camping-car, de la moto. Du VTT, en forêt, de la randonnée pédestre sur le GR22, du canoë sur l'Eure. Du cheval, du golf. Du cheval, du golf. On peut s'envoyer en l'air à l'aérodrome. Mais allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Et surtout, on peut s'y baigner dans un endroit formidable. Un petit écrin. Génial ça. Un écrin. Le plan d'eau de Mézières-et-Cluzel, un plan d'eau remarquable où une centaine d'espèces nichent. Oui. Nicolas pourra vous en parler bien mieux que moi après, mais en direction pour une journée où vous pouvez randonner autour de ce grand plan d'eau. C'est une belle balade à faire à pied, à vélo, en courant 5 km. Très bien. Vous pouvez vous poser, observer, vous émerveiller. On est à combien de Paris? On est à 1 heure de Paris. 1 heure de Paris en transport. 1 heure de Paris en transport, gare de Dreux, taxi, vélo, on vous emmène, on vous débarque sur ce plan d'eau. Et c'est un endroit aussi où on peut, au travers du musée des espaces naturels, apprendre plein de choses sur cette flore et cette faune riche.
Emmanuelle Sindraï, directrice de l'atelier à spectacle à Vernouillet, organisatrice depuis 2 ans du festival Chant Libre. Vous m'avez dit en préparant cette émission, on travaille sur des zones blanches culturelles. Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs des zones blanches culturelles et comment vous les rendez moins blanches, ces zones ? Alors les zones blanches, c'est une définition du ministère qui dit que ce sont des territoires qui ne sont pas du tout irrigués par la culture. Mais c'est faire fi en fait de la culture des gens et des habitants quand on dit ça, donc c'est un peu prétentieux. C'est vrai. Et heureusement vous êtes là pour remettre les pendules à l'heure. Exactement, parce que justement on parle des droits culturels et donc de cette équité territoriale liée à la culture. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire partir des territoires, je dirais. On va pas dire vierge de toute présence artistique, comme je vous le disais, puisque la culture fait partie intégrante. Manger, on en parlera. À tout niveau, c'est déjà la culture. La gastronomie, c'est la culture. La gastronomie, c'est de la culture, exactement. Mais partir de cette source d'inspiration que sont les paysages de l'agglo du Pays de Dreux, pour en faire des écrins qui sont en fait les réceptacles des spectacles que l'on va y organiser. Et donc ça, c'était un pari. Donc on vous a dit la feuille est blanche, organisez-nous des spectacles avec la population, pour la population, rendez-la fière de son territoire. Comment vous avez fait ? Alors en fait, moi je suis partie plutôt de l'observation du territoire en me disant qu'est-ce qui ferait sens et en fait en regardant aussi la feuille de route politique qui nous était proposée puisque je suis arrivée en même temps que l'équipe, l'attractivité du territoire par la culture et le sport, j'ai tout de suite été inspirée, mais j'ai envie de dire c'est aussi le territoire qui crée ces vases communicantes d'inspiration. Et ce qui vous a inspiré, on en a parlé en préparant cette émission, c'est les lieux. Les lieux vous ont tout de suite interpellé alors que vous étiez loin, vous étiez à La Réunion. Oui, à l'époque. Pour préparer ce projet. Oui. Ôter La Réunion, les loin, petites affaires. Et ben c'est très très loin La Réunion. Vous avez quand même sur Internet réussi à identifier des lieux et ça vous a inspiré et c'est devenu un succès. Ah ben, depuis, j'ai surtout parcouru les campagnes, les plaines en vrai et c'était surtout ça qui était très, je dirais, enthousiasmant. Mais Madame Minard en parle encore mieux que moi, c'est-à-dire cette culture, elle est forcément vecteur d'attractivité et d'inspiration poétique. Voilà, moi je suis plutôt empreinte artistique, donc comment finalement ce petit lavoir, comment cet arbre séculier, comment cette plaine ou cette prairie vont me permettre de nouvelles inspirations et surtout de permettre aux habitants de s'y donner rendez-vous. Ça fait 2 ans que le festival existe, c'est un succès. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais déjà, on a envie de vous féliciter pour cette initiative qui est remarquable et qui en plus englobe les gens du territoire pour leur territoire et dans leur territoire. Exactement. Mais voilà. Ça n'aurait pas eu écho ni sens si on n'avait pas eu l'agglo du Pays de Dreux qui a apporté vraiment au quotidien ce beau projet. Et c'est 81 communes. Nicolas Lauriette, muséographe, créateur du Centre d'interprétation de la Renaissance à Annette et de la Maison des espaces naturels. On va commencer par Henri II de France. Pourquoi il a fait construire pour Diane de Poitiers en 1548 ce château? Et à quoi il ressemble ce château? Alors, ce château, aujourd'hui, on en voit... Il est beau. Il est très beau, ouais. Toujours très beau. Il est en partie détruit à partir de la Révolution, mais les pièces qui lui restent valent le détour. Alors, contrairement aux idées reçues, parce qu'en fait, quand on a fait ce musée, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues et qu'on se battait avec des légendes. Lesquelles, par exemple? Notamment celle que Henri II aurait construit le château pour Diane de Poitiers. C'est faux. C'est faux. Ben non, Qui a dit ça? Tous les historiens du XIXe siècle et ceux qui les précèdent. Donc en réalité, c'est Diane de Poitiers qui fait construire son château, qui s'entoure des grands artistes de l'époque. Alors on ne sait pas aujourd'hui si elle avait, elle, un goût très développé, on ne le sait pas. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas, mais on ne le sait pas. En revanche, elle a su s'entourer d'artistes compétents et d'initier un des plus beaux châteaux de la seconde Renaissance française, qui était tout à l'honneur et tout à la gloire de la chasseresse Diane, donc le personnage Diane mythologique. Voilà. D'accord. Mais Diane de Poitiers, il y avait une différence d'âge avec Henri II. Oui, il y avait une vingtaine d'années d'écart. Alors en préparant cette émission, on se posait la question. Comment c'est possible qu'on fasse construire pour une favorite? Alors donc c'est pas vrai, c'est elle qui était parce qu'elle était belle quand même, cette femme. Alors elle était réputée très belle. Très belle. Il paraît, tous les écrits concordent là pour une fois en disant que c'était une des plus belles femmes de France. D'accord. Après la grande question qui a obsédé les historiens ou pseudo-historiens des âges passés, c'était comment
un roi, un beau roi en plus, qu'Henri II tenait beaucoup de son père, c'était un homme très grand, remarquablement beau. Donc, il avait 20 ans, a pu tomber amoureux d'une femme de 40 ans. Voilà, comment est-ce possible? 20 ans Même aujourd'hui, on se le demande. Hein. Et toujours, hein, donc c'est une grande interrogation. D'ailleurs, on a du mal à imaginer les rapports qu'entretenait le roi avec Diane. Donc, faute d'écrit, on a imaginé toutes sortes de possibilités. Et on a surtout cherché à essayer de comprendre comment s'était tissée cette histoire d'amour. Alors, les premières choses, c'est après la mort de Diane de Poitiers, on a commencé à imaginer qu'elle l'avait ensorcelée. Donc, soit directement parce qu'elle était un peu sorcière, soit avec des potions. Et puis, le temps passant, on s'est dit, non, c'est certainement pas ça, parce qu'on y croyait de moins en moins au sortilège. On s'est dit, c'était certainement une femme qui devait être très belle, et qu'en plus, qui était devenue une experte dans les arts de l'amour. D'accord, voilà. Très bien. Est-il vrai que ce château donne l'illusion d'être grand, alors qu'il n'est pas grand, il est petit? Comment c'est possible? Eh ben, c'est tout simplement possible parce qu'on a Philibert Delorme, architecte du roi, hein, qui est considéré comme un des premiers architectes de l'époque, qui a usé de subterfuges. C'était un illusionniste à l'époque, et donc il a, par un jeu de construction assez subtil, notamment en mettant en place des grandes douves sèches, donné l'illusion d'un château immense, avec 2 grands parcs latéraux, des tours d'angle qui sont en fait devenus des pavillons d'angle. Et donc, quand on est devant le château, on a l'impression que c'est un château immense, alors qu'en fait l'habitat était relativement modeste, entre guillemets, hein, évidemment. Bien sûr. On va marquer une pause, mes chers amis. Nous allons continuer à parler de ce merveilleux pays de Dreux et autour de Dreux qu'on appelle le Drouais, et notamment cette vallée dont on va parler avec Christelle Timeret, que je ne connaissais pas. La vallée de la Blaise. La vallée de la Blaise, on va en parler dans un instant, à tout de suite. Le pays de Dreux, un territoire nature royale à moins d'1 heure de la capitale, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes au pays de Dreux avec nos invités. Christelle Minard, vice-présidente de l'agglo du pays de Dreux, en charge de l'attractivité du territoire par les filières touristiques et agricoles. Emmanuelle Sindray est avec nous également, directrice de l'atelier à spectacle à Vernouillet et organisatrice du festival Chant Libre, dont on va beaucoup parler aussi. Et Nicolas Lauriette aussi, bien sûr, muséographe, créateur du centre d'interprétation de la Renaissance à Annette et de la Maison des Espaces Naturels. Christelle Minard, on a commencé à voir l'importance de la royauté et puis du sceau royal à Dreux et au pays de Dreux. Pourquoi la marque Nature Royale en pays de Dreux existe et que signifie-t-elle? La nature, j'ai envie de vous dire, waouh, un territoire verdoyant, remarquable. D'abord, un territoire agricole, puisque 70% de notre territoire représente la surface agricole utile à cette production, et donc ces massifs forestiers, ces vallées. On vient de parler d'Annette avec la vallée de l'Eure, mais aussi on redescend sur la vallée de l'Avre et la vallée de la Blaise. Donc un territoire dans la nature. Donc voilà, d'où cette signature, une jeune signature depuis 2 ans, qu'on a souhaité inscrire dans la marque du département Let It Flow en Eure-et-Loire. Donc c'est une belle déclinaison nature royale par ses châteaux. Par ses châteaux, par sa nature, et puis royal, parce que je vous le disais tout à l'heure, aussi dans l'accueil qu'on réserve de manière surprenante à 1 heure de Paris, avec des hébergements insolites au cœur de la nature. On peut évoquer sur la vallée de l'Avre le camping Caraferme. Bien sûr. Ça, on va en parler de Caraferme, c'est rigolo. En 2 mots, parlons-en maintenant. Caraferme, alors Caraferme, c'est un camping à la ferme, donc un jeune couple qui accueille avec des tentes, un magasin de produits du terroir, de manière peut-être un peu décalée aussi, où on vient vivre une expérience. C'est un point de départ aussi pour de multiples randonnées, et pour revenir sur les vallées,
d'autres idées d'escapade dans cette nature royale au fil de la Blaise. On peut prendre son VTT au départ de Châteauneuf-en-Thymerais pour un parcours de 24 km et on redescend sur Fontaine-les-Riboux. Fontaine-les-Riboux. J'adore tous les noms de villages de chez vous. Ils sont très cocasses. Donc un village très pittoresque du Thymerais avec une architecture où on est déjà aux portes aussi de la Normandie. Oui. Avec les pans de bois. Alors là, pas encore. On est... Oui, plus haut du côté de Nonancourt. Ah oui, d'accord. La commune aux pans de bois de multiples couleurs, où là on est vraiment aux portes. Mais on n'est plus dans le Drouet. Mais on n'est plus dans le Drouet. On n'en parle pas. Attention les enfants. On est dans l'agglomération du pays de Dreux, mais on est aux portes de la Normandie, dans son territoire, si on veut être juste, plutôt normand. D'accord. Nicolas Lauriette, pourquoi un centre d'interprétation de la Renaissance à Annette? Pourquoi il a fallu qu'on interprète la Renaissance? On connaît tout sur la Renaissance. Alors non, pas du tout. Non, justement, c'est pour ça. Le besoin s'est fait sentir déjà pour des questions pratiques. En fait, les visiteurs qui voulaient voir ce château d'Annette, qui est fermé au grand public le matin, mais uniquement ouvert au groupe, se trouvaient donc régulièrement devant des portes closes, ce qui fait que la municipalité d'Annette s'est dit ça serait quand même intéressant de trouver une expérience complémentaire pour faire attendre les gens, tout simplement. Et puis de là, avec les élus, l'idée est née d'expliquer finalement ce château qu'on trouve dans absolument toute la littérature d'histoire des arts, où on décrit ce château d'Annette comme étant la quintessence de l'architecture de la seconde Renaissance française. Voilà. Et notamment la chapelle du château, avec qui a tout un jeu optique de caissons qui répondent au dallage au sol. Donc c'est vraiment un bâtiment extraordinaire, et pas que avec cet effet d'optique-là, qui est toujours considéré dans tous les livres comme vraiment une vraie merveille. Mais nulle part on expliquait vraiment pourquoi on révérait autant cette architecture-là. Et donc l'idée est venue avec les élus de raconter ce château, d'expliquer en quoi il était merveilleux, en quoi il était exceptionnel, sachant qu'il y a très peu de vestiges de châteaux de cette époque-là qui subsistent, la plupart ont été détruits, et puis par là expliquer en fait dans quel contexte avait suscité la création d'un tel monument. Voilà, donc c'est là qu'on a commencé à s'intéresser aux habitants, notamment à sa commanditaire Diane de Poitiers, à ses relations avec le roi, et puis largement la cour sous Henri II, parce que quand on parle à des personnes non initiées de la cour sous Henri II, on imagine Versailles, or c'est tout autre chose. Est-il vrai qu'il y a un parcours ludique et immersif et que c'est un peu l'esprit décalé de votre centre? Oui, volontairement décalé? Oui, on a voulu absolument... Vous êtes vous-même très décalé, hein? Oui, un petit peu. Juste ce qu'il faut. On a voulu en fait expliquer à des gens qui a priori ne sont pas intéressés par un musée. C'est ça. On a voulu les intéresser avec d'autres types de supports, d'autres médias. Donc on a imaginé une grande bulle immersive à 360 degrés, où vous êtes plongé vraiment dans les décors du château à l'époque, avec des scènes de bal, avec des discussions de courtisans. Mais c'était surtout un prétexte pour raconter cette architecture qui a disparu. Et puis on a des bornes interactives, des petits films, des jeux, des maquettes à toucher. Enfin, on est vraiment dans la manipulation du début à la fin de l'exposition, avec quand même, bien évidemment, les très attendus panneaux d'explication, sachant qu'on peut quand même tout comprendre sans rien lire. Voilà. Avant de parler du festival et de revenir avec vous sur Champ Libre, Emmanuel Sindrail, plantez-nous un petit peu le décor de l'action culturelle à Dreux. Il y a 70 levées de rideaux quand même sur les deux salles dreusiennes, on dit, drouaisiennes. Du Drouet, oui. Du Drouet, voilà, c'est plus simple. C'est beau quand même, 70 levées de rideaux. Oui, tout à fait. On a donc une programmation pluridisciplinaire, donc théâtre, danse, cirque, musique, musique actuelle. Voilà, exactement, tout au long de l'année. On démarre lancement de saison en septembre et on termine avant le festival de territoire au mois de mai. Et on s'adresse surtout à tous. Vraiment, on a une vocation, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Pour autant, on ne lâche pas prise avec l'exigence, mais on veut vraiment être dans une démocratisation culturelle importante. En plus, on a 1 heure de Paris, ça veut dire que moi, si je loupe André Manoukian ou Olivia Ruiz à Paris, je peux les récupérer, je peux les retrouver à Dreux. Exactement. Et c'est plus sympa en plus.
Alors, on a une très belle salle, sachez-le. Ouais. Voilà, on a une très très belle salle qui s'appelle l'Atelier, donc qui est, comment dirais-je, tout en bois, avec une acoustique assez incroyable, 954 places, un très beau plateau. Tous les Parisiens qui justement viennent voir des spectacles ici sont un peu soufflés par la qualité des représentations et de cette acoustique. Et puis surtout, on a une politique tarifaire très attractive. Oui, on peut dire autour de cette table, Christelle, c'est peut-être une question pour vous, que la destination Dreux est une destination, 1, famille, 2, bon marché. C'est effectivement dans cette stratégie que l'on s'inscrit, puisque quand on est à 1 heure de Paris et qu'on n'a pas la mer ni la montagne, eh bien, on a construit une stratégie d'accueil des familles accessibles à tous. Alors, quand on parle d'accessibilité, vous l'avez dit, géographiquement, oui, c'est facile de venir chez vous. C'est privilégié. Enfin, je veux dire, la Glo du Pays de Dreux, à 1 heure de Paris. Avec le pass Navigo Plus. Avec le pass Navigo Plus. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus facile de venir à Dreux, mais aussi des vacances de court séjour. Bien sûr. Sur 3-4 jours. Pas cher. C'est un lieu privilégié d'excursion aussi, facilement à la journée. On a des propositions au départ de Dreux, oui. au départ de Dreux. On a des propositions de loisirs. Tout à l'heure, on parlait d'une autre vallée de la Blaise, mais aussi sur le plateau du Thymerais. Le fameux plateau du Thymerais. Le fameux plateau du Thymerais. Plateau de légende. Vous avez une offre pour les familles avec un labyrinthe qui accueille sur la saison estivale environ 10 000 visiteurs maintenant. Un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Dans lequel on se perd. Dans lequel on peut perdre ses enfants et sa femme. Avec chaque année une histoire nouvelle et du coup qui fait que les visiteurs, les familles reviennent. On a aussi un tourisme local, c'est-à-dire que nos propres Euréliens choisissent la destination de leur département et c'est vrai qu'en pays de Dreux, on est royal dans l'offre que l'on fait. Donc le labyrinthe du Thymerais, vous avez la ferme aventure, donc avec des activités à pratiquer avec des jeunes familles sur un escape game, un laser game, et puis de quoi occuper les parents à côté. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus cher sur le golf. Oui. Mais il y a 2 golfs en région. On a 2 golfs. Le golf du Bois d'Eau. Oui. Dans le Thymerais et le golf Hersan à la chaussée d'Ivry, aux côtés du château d'Annette. C'est le plus haut de gamme, plus chic, le plus Hersan? Non, c'est pas le... Non. Oui, on est sur des offres peut-être un peu plus haut de gamme, effectivement, sur le golf Hersan. Le golf du Bois d'Eau est vraiment sur un golf accessible à tous et aux familles, avec des initiations. Donc on a une offre pas cher. D'accord, très bien, c'est parfait. On va continuer à parler de cette destination du Drouais, notamment avec la Maison des Espaces Naturels tout à l'heure, et puis le plan d'eau de Mézières-Éclusières, qui est quand même une destination incontournable chez vous. C'est votre tour Eiffel, c'est votre arc de triomphe, c'est votre... Premier plus grand plan d'eau du département, l'un des plus grands de la région centre. Là il est aussi, magnifique. On peut surfer. On va en parler tout de suite. Sur l'eau. On marque une pause, à tout de suite. Le Pays de Dreux, un territoire nature royale à moins d'1 heure de la capitale, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, nous sommes au Pays de Dreux où il fait bon s'arrêter un instant, un week-end, un mois et goûter au charme qui séduisit les rois, les reines, les favorites de notre histoire de France. Et ça continue encore aujourd'hui. Nous sommes avec Christelle Minard, vice-présidente de l'Agglo du Pays de Dreux, en charge de l'attractivité du territoire par les filières touristiques et agricoles. Emmanuelle Sindrail, directrice de l'atelier à spectacle à Vernouillet. Et puis elle organise aussi le festival Chant Libre tous les ans. Et Nicolas Lauriette qui est avec nous, muséographe et créateur du centre d'interprétation de la Renaissance à Annette et de la Maison des Espaces Naturels. Parlons-en justement, Nicolas, de cette Maison des Espaces Naturels. Où est-elle? À quoi sert-elle? Alors c'est une maison qui est un espace d'interprétation qui se trouve être donc au pied du plan d'eau de Mézières-Éclusières. Le fameux. Qui est un espace très fréquenté par les habitants des agglomérations proches, de Vernouillet. Mais tous ces usagers finalement ignorent le trésor que ce site renferme, parce qu'on est sur une nature un peu cachée, et notamment les centaines d'espèces animales classées
qui y vivent. Alors, le plan d'eau est très connu par les ornithologues amateurs parce qu'on y trouve des espèces d'oiseaux assez rares qui viennent nicher, qui viennent vivre, qui viennent hiverner. On a aussi des coteaux calcicoles dans lesquels se développe une faune remarquable, une flore aussi exceptionnelle avec des orchidées sauvages qu'on cache, dont on cache la position pour éviter de se faire piller. Bref, on a vraiment un environnement assez exceptionnel qui lui vaut une protection du département et du conservatoire régional Centre-Val de Loire. Et on a au sein de cette MAIN, donc cette maison d'espaces naturels, on a voulu expliquer tout ça en réalité. Alors pour comprendre le contexte, le plan d'eau Mézières, c'est un plan d'eau artificiel qui vient d'une ancienne sablière, une grande activité industrielle qui a eu lieu au début des années 60 jusqu'à la fin des années 70 et qui a laissé un plan d'eau. Comme on était sur le lit de la rivière de l'Eure, voilà, par capillarité, l'eau a envahi la gravière, ce qui a donné naissance au plan d'eau. Et ce plan d'eau, en fait, il a été progressivement reconquis par la nature. Et en fait, c'est l'histoire qu'on raconte. On raconte une histoire d'écologie positive, où comment l'homme, par son action, peut finalement, à partir d'un champ de bataille, arriver à recréer la vie et à faire en sorte de la favoriser. Et c'est tout ce qu'on raconte là-bas. D'accord. C'est formidable ce que vous nous racontez parce que la nature est proche et partout dans le Drouais. Et elle sert aussi pour Champ Libre de décor. Racontez-nous, d'abord Champ Libre, c'est un festival, le week-end de l'Ascension, donc là c'est passé, mais allons-y au prochain, soyons au rendez-vous du prochain. C'était du 29 mai au 1er juin, c'est ça ? Alors, ça va être du 29 mai au 1er juin 2025. 2025, d'accord. Voilà, la prochaine édition. La prochaine date, c'est là. Et vous aimez à dire que c'est un festival participatif et collaboratif. Expliquez-nous. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire à partir des gens et des habitants. Donc on les a beaucoup écoutés, donc on est aussi parti de ce patrimoine immatériel qui sont les histoires en fait, leur identité, les légendes, leurs les histoires exactement, et ce qui s'y passe également. À titre d'exemple, on a une transhumance de chèvres angora, voilà. Ce qui est quand même assez exceptionnel, qui part de Crécy-Couvet et qui arrive à Saint-Ange-et-Torçay. Donc on s'est dit mais ça c'est assez incroyable, comment on va le valoriser. C'est un vrai berger avec des vrais chèvres, c'est son métier. Berger, c'est son métier, tout à fait, et il élève ses chèvres pour en faire de la laine. Il a d'ailleurs une petite échoppe où il vend de la laine et il vend je crois des pulls également, même si c'est pas de saison de parler de ça, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est comment finalement les habitants vont suivre ces chèvres et découvrir de nouveaux paysages avec des artistes. En l'occurrence, là, on avait une clown, puisqu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment dans cette volonté de répondre aux familles et aux enfants. Donc on pense vraiment aussi aux enfants dès le plus jeune âge sur la programmation de l'atelier à spectacle. Et voilà, on est parti à titre d'exemple en transhumance artistique avec ces chèvres et cette fausse bergère clown qui nous a accompagnés. Donc on part de vraiment des petits joyaux de notre territoire. Le plan d'eau de Mézières-Éclusel en fait partie, puisqu'on se donne rendez-vous le dimanche, c'est le point final du festival pour clore en fait chaque édition. Mais on va s'intéresser à, par exemple, des lavoirs, des cours d'eau. Et quelles sont les images qui vous reviennent à l'esprit du dernier festival? On m'a parlé de musiciens dans des arbres. Tout à fait. Donc, qui joue sur l'eau. Exactement. Ça, visuellement, c'est fort, je trouve. C'est vachement sympa. Tout à fait. Donc, c'était d'ailleurs la même compagnie. On imagine, en fait, alors c'est déjà une programmation, une partition artistique. Ce sont des spectacles qu'on identifie par leur originalité, mais il faut y faire répondre un lieu d'inspiration. Ça, c'est un peu votre cahier des charges. Il faut que ce soit original. Ah oui, quand il y a 70 chanteurs, on les fait avec une fanfare, par exemple. Exactement, voilà. C'est-à-dire partir sur un opéra de rue, parce qu'on est sur les arts de la rue, donc ce sont des arts vraiment totalement accessibles et pluridisciplinaires, donc chant, musique, cirque, théâtre, etc. Donc on a inventé un opéra lyrique avec les habitants, donc il y a 70 habitants qui ont participé à cette partition. Voilà. D'accord. Et comment les habitants participent tout au long de l'année? Est-ce que vous avez relancé la machine cette année sur un thème, on m'a dit sur le thème de la gastronomie, avec des mets à préparer? Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, nous, on s'est associés, mais Madame Minard prendra le relais ensuite, sur le fait que c'est les artistes, finalement, qui révèlent aussi bien le territoire, même beaucoup mieux que nous, techniciens. Et donc, l'idée, là, la commande, qui part de l'inspiration d'une compagnie, c'était 7 plats à partir de, on va dire, de matériaux alimentaires, de matières premières euréliennes, et précisément de l'agglo du Pays de Dreux, mais on a quand même élargi. Donc, à partir de ces 7 mets, on va construire un spectacle. Le spectacle s'appelle Par les bouches. C'est une compagnie bretonne de Brest qui s'est inspirée de notre territoire et de nos matières bio, durable, etc. Et il y en a, on en a parlé avec Christelle Minard. Voilà, et issus de maraîchages locaux. Et voilà, et on va créer dans un collège à Vernouillet, mais on va surtout exporter ce projet très original d'un spectacle qui donne lieu à la dégustation de 7 plats euréliens et de l'agglo, pour mettre en valeur justement ce qu'on appelle le PAT. D'accord. Alors, le PAT, Christelle Minard, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cela est-il donc? Qu'est-ce que c'est que cet acronyme? C'est le projet alimentaire de territoire. Là aussi, l'agglo du Pays de Dreux vient de lancer ce projet alimentaire de territoire. Donc, c'est comment on valorise la production locale, la transformation. Qu'est-ce qu'on produit à Dreux? Alors, qu'est-ce qu'on produit? Surtout des céréales, oui. Essentiellement des céréales à 90%, du blé, de l'orge, du colza, un petit peu de maïs, un petit peu de betterave à sucre, mais aussi une agriculture qui se diversifie. Et nous avons sur le territoire à peu près 500 exploitations et 70 exploitations qui se sont diversifiées. Alors dans le maraîchage, donc les cueillettes à la ferme, et donc quand on vient séjourner en Pays de Dreux, on peut aller cueillir des légumes à la ferme d'Imbermay, on peut les déguster. Et oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, des fraises, des framboises. Voilà, on vient cueillir des légumes. Cette année, moins de cerises cette année. Alors, chez nous, il y en a un peu. Il y en a chez vous? Il y en a pas beaucoup chez nous. C'est pas. On en joue chez moi. On trouve surtout un peu on trouve des fruits rouges, on trouve des vergers, des pommiers, des poiriers. À la ferme d'Imbermay, on a à peu près toute cette variété de produits, mais aussi au potager de Dionne. Alors chez Diane, on ne cueille pas. Chez Diane, on vient dans une boutique à la ferme, une jolie boutique qui a été restaurée dans c'est un jeune couple qui a restauré une grange et on y trouve tous les produits, alors bien plus larges que ceux de la ferme, d'ailleurs comme à Imbermay, tous les producteurs, on valorise tous les producteurs locaux. D'accord. Les produits locaux, c'est aussi la ferme de Germainville. Sur les plateaux de Germainville, là vous avez un jeune agriculteur qui a réinstallé un troupeau de vaches Black Angus. D'accord. Et donc il vend, il fait découper bien sûr, mais il vend sa viande à la ferme. Et on peut aller apprécier jusque dans l'assiette au Cheval Blanc à Chérisy sa production, puisqu'il a aussi décliné jusqu'à reprendre le restaurant Le Cheval Blanc à Chérisy. Et puis dans le domaine laitier, si vous me laissez parler des producteurs locaux, là, vous êtes intarissable. C'est bien. Je peux vous en parler longuement. Les vaches de Fadinville, là encore, de jeunes agriculteurs qui ont transformé la ferme céréalière en élevage de vaches laitiers, un troupeau laitier. Ils ont monté leur atelier à la ferme de transformation de produits laitiers en yaourt, en fromage, en crème, en beurre. Donc on trouve des produits de bonne facture, d'excellence. On y trouve des fleurs comestibles. À Tremblay, les villages, la ferme. Et vous n'avez pas ramené Virginia Corn. On aurait pu, il fait un peu chaud aujourd'hui de manière exceptionnelle, mais la prochaine fois, mais on vous invite. Avec grand plaisir. Je vais voir ce pays. Découvrir nos agriculteurs. Et comment on mange, et comment on déjeune, et comment on est accueilli dans l'ancien château de Catherine Deneuve?
Qui s'appelle comment maintenant ? le domaine de Primard. Ça reste quand même l'excellence. C'est l'excellence. La seule table étoilée de l'agglo du pays de Dreux. La nature dans l'assiette, là encore. Romain Méder produit ses légumes. Romain Méder, c'est le cuisinier, le chef. Et donc, il exhale toutes ces saveurs dans l'assiette. Un lieu d'exception. On peut aussi... C'est loin de Dreux, non ? Y dormir, c'est à 20 minutes. De Dreux. On y dort. À peine 1 heure de Paris. Un endroit de sérénité. Un hébergement magnifique. On peut aussi organiser des réceptions, des séjours d'affaires. Oui, c'est top. Aujourd'hui, c'est un endroit incontournable en pays de Dreux. Et il reste encore 26 secondes et vous ne m'avez toujours pas parlé de la feuille de Dreux. La feuille de Dreux. Qu'est-ce que c'est ? C'est un camembert. Voilà. Un camembert enveloppé d'une feuille de chêne. Succulent. Succulent. Avec un petit vin. Alors un petit vin, on en trouve un peu moins chez nous. On commence, il y a un vin de Beauce. Ah oui, c'est vrai. Mais alors on trouve des bières. D'accord. L'Aurélienne. Ouais, très bien. Et aujourd'hui, on a dans notre département une 12aine de brasseurs. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve pour le dernier quart d'heure de cette émission consacrée au pays de Dreux. À tout de suite. Le pays de Dreux, un territoire nature royale à moins d'1 heure de la capitale, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour vous donner envie de découvrir le pays de Dreux, nous avons invité autour de cette table ces 3 plus éminents ambassadeurs. Christelle Minard, vice-présidente de l'agglo du pays de Dreux, en charge de l'attractivité du territoire par les filières touristiques et agricoles. Et ça, l'agricole, c'est un dossier qu'elle connaît très bien, Christelle, puisqu'on en a beaucoup entendu parler tout à l'heure. Emmanuelle Sindrail, directrice de l'atelier et un spectacle à Vernouillet, qui organise depuis 2 ans le festival Chant Libre. Et Nicolas Lauriette, muséographe, créateur du centre d'interprétation de la Renaissance à Annette et de la Maison des Espaces Naturels, et qui nous a brisé quelques idées reçues sur Diane de Poitiers. On va en briser une dernière. Est-il vrai qu'elle se baignait nue le soir, l'hiver, le matin dans les eaux glacées ? C'est encore une légende, malheureusement. Voilà. Mais vous cassez tout le rêve. Alors on sait qu'elle se baignait régulièrement. On sait qu'elle avait un régime à l'eau froide, comme ils disaient à l'époque. Oui. Par contre, aller se baigner en pleine nuit dans l'eau gelée de la rivière de l'Eure en hiver, ça semble compliqué. Oui, c'est un petit peu difficile. On parlait aussi d'univers stylisés, de dispositifs immersifs originaux. Quels sont-ils ? Alors on est... Au CIR. Au CIR, pardon. Oui. CIRE. Alors on est parti sur des principes plutôt illustratifs, d'animation, je ne veux pas dire dessin animé, mais animation, alors stylisé, parce que il faut que ça reste dans le temps. Vous savez que la difficulté d'un musée, c'est de résister au temps. C'est ça. Dans sa scénographie. Voilà. Une exposition, ça a 10 ans de vie et tout ce qui est illustration et 3D, ça a une durée de vie assez limitée. Dès qu'on veut être trop près de la technologie, qu'on est d'ailleurs rarement en moyen d'acquérir, parce qu'un film d'animation coûte excessivement cher. Donc on est parti sur des univers beaucoup plus illustratifs, beaucoup plus dessinés, avec des ombres chinoises, avec des évocations en silhouette vectorielle, de façon à ce que ça résiste au temps. Et on sait que ça résiste volontiers au temps parce que c'est stylisé. C'est ça, d'accord. Et donc ça peut aussi séduire les enfants. Et, oui, on part de la mythologie romaine jusqu'à la cour de France. Oui, tout à fait. Donc on brasse très large. Ouais. L'idée, c'est de développer ce personnage de la Diane chasseresse pour mieux expliquer les pièges dans lesquels les historiens du XIXe siècle sont tombés en voulant expliquer le caractère de Diane de Poitiers qui, encore une fois, a été assez peu documenté. Est-il vrai qu'on peut apprendre à pêcher dans le Drouet ? J'ai lu ça dans le dossier de presse, qu'on peut apprendre à pêcher autour du lac, dans les rivières. Oui, des fédérations de pêche qui accompagnent justement la Maine. Quand on a donc fait la Maison d'espaces naturels sensibles, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs. Oui. Alors, le conservatoire des espaces naturels de la région centre, le département, mais également la fédération de pêche, la fédération de chasse, parce que l'idée, c'est de mettre tous les acteurs du plan d'eau autour de la table pour discuter des enjeux autour de ce site. Je vous dis ça parce qu'avec la fédération de pêche, on a constaté que le goût pour la pêche et la nature et la rivière remontait, comme le vélo il y a quelques années. Maintenant, c'est la pêche. Voilà, c'est formidable la pêche. On a ce qu'il faut en rivière, Christelle Minard.
On a ce qu'il faut, l'heure, effectivement, la blaise. Alors sur la pêche, je serai moins bavarde pour vous en parler, mais effectivement, vous avez des propositions, et autour du plan d'eau, tu l'as dit Nicolas, d'animation sur des initiations à la pêche, et on a toute une proposition de visite et d'animation organisée par l'Office du tourisme. Alors je vous invite et que je vous laisserai à découvrir, parce qu'effectivement j'ai vu qu'il y avait des initiations à la pêche, à l'observation de la faune locale, etc. etc. Est-il vrai, Manuel Sandrail, que les habitants sont très fiers et très contents de participer à vos animations culturelles? Moi je dirais que ce sont de fabuleux ambassadeurs justement de ce festival. Et on peut les saluer. Tout à fait. Moi, je salue vraiment les festivaliers du Festival de territoire Champ Libre, parce que le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné. C'est la meilleure communication, ce sont bien les ambassadeurs du festival, puisqu'on est passé de 5000 festivaliers à presque 15 000 en une seule édition. Et la belle rencontre, c'est quoi ? Alors, la belle rencontre, c'est la rencontre effective. C'est un dispositif que nous avons créé à l'atelier à spectacle qui consiste à aller à la rencontre des habitants par l'artistique. Donc, ce sont les artistes qui rencontrent les habitants, qui s'inspirent des habitants pour créer, ou alors qui, prennent acte de l'habitant pour l'insérer dans le dispositif artistique. Voilà. Est-il vrai qu'on met en scène les élus aussi ? Alors, on met en scène, exactement, vous avez bien renseigné. Donc, Christelle Minard qui est là, d'ailleurs, on a fait, entre guillemets, les frais. Voilà, l'idée, c'était comment, finalement, gommer le côté institutionnel des discours qui sont souvent très longs pour inaugurer des événements comme un festival, par exemple. Donc, on a voulu casser les codes et faire en sorte que les élus soient également acteurs. Donc, la preuve, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu. On les a vus aux fenêtres de la mairie de Nonancourt, et c'est eux qui ont coupé le ruban rouge d'un circassien qui descendait de manière abrupte du toit avec un ruban rouge pour que Christelle, il me semble, qui était du coup qui était dans la passation de relais en qualité de présidente du festival, a transmis la présidence au maire de Nonancourt. Donc en fait, la saison culturelle en Pays de Dreux est toute l'année. Elle est toute l'année, continue, diffuse. Exactement. Moi, je me permets de revenir sur la question des familles, parce que c'est vraiment notre point fort. On désire aussi renouveler les publics normal, parce que les publics qui fréquentent les théâtres, on les accueille avec beaucoup de plaisir, mais on veut aussi que les jeunes générations s'y retrouvent. Donc, on a des séquences vraiment famille où on a un pass famille à 25 €, donc pour 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, par exemple, c'est pas la famille modèle, mais en tous les cas, on insiste aussi sur le fait que les séances de théâtre soient tôt, donc 19h, et le mardi soir ou le vendredi soir, de manière à ce que les enfants, le lendemain, n'aient pas école, donc puissent se reposer. Donc vraiment, on a cette question-là au cœur de nos préoccupations. J'insiste sur le fait que la destination, elle a à cœur de recevoir les familles. Est-ce que le musée d'art et d'histoire de Dreux fait partie des incontournables à voir quand on arrive? Parce que là, on parle beaucoup de l'agglomération, de la campagne, de la ruralité, mais à Dreux, il y a quand même des choses à voir sympas. D'abord, il y a un centre historique, Christelle Minard. À Dreux, il y a d'abord la Chapelle Royale, le musée d'art et d'histoire. Qu'est-ce qui est enterré à la Chapelle Royale? Qui sont les gisants? Alors, vous avez toute la famille royale, Louis-Philippe. Et effectivement, vous avez un parcours découverte audio guide, avec un parc magnifique, et toute la saison estivale, la semaine dernière, les fêtes médiévales. Vous avez des visites accompagnées, guidées. Le musée, et je voulais parler aussi du musée des vignerons. Quand on parle d'art et tradition, d'histoire locale, vous pouvez
passer en fait une journée à Dreux sans vous ennuyer, si je puis dire. Vous pouvez l'église Saint-Pierre, le Beffroi. Le Beffroi, ah oui. l'Arsenal, qui est le musée d'art contemporain. Vous voyez, il y a des choses à faire à Dreux. Un lieu de programmation culturelle. Et tout à l'heure, tu parlais de la programmation culturelle toute l'année. On a aussi, on en parlait avant, le 5 côtés jardin à Saint-Ange-et-Torçay, à Saint-Même-Haute-Rive aussi, le théâtre de Marguerite Marie Losac, où vous avez là aussi, pour les familles, des stages d'initiation pour les enfants. Je crois qu'au mois d'octobre, là, sur les vacances de la Toussaint, vous pouvez venir faire un stage d'initiation au théâtre. Mais il y a aussi plein d'autres lieux incontournables en pays de Dreux, le château de Rueil, ça n'arrête pas. Gadelière. Le catalogue est invraisemblable de propositions et d'offres touristiques. Moi, je invite tous les auditeurs à vraiment aller découvrir ce petit pays. L'émission va bientôt se terminer. On fait un petit tour de table rapidement. Votre incontournable à vous, alors vous allez, ne me dites pas, c'est le plan d'eau, vous n'avez pas le droit. Hein. D'accord, bon, d'accord. Alors allez-y, je vous écoute, Nicolas Lauriette. Mon incontournable, c'est de prendre mes baskets ou mon vélo et d'aller faire un tour dans la campagne du Thymerais. Le Thymerais, c'est sud du département. Enfin, sud du pays de Dreux. C'est ouest pardon. Complètement ouest. On descend un peu sous Dreux, non? Sur le côté, oui. Sur le côté à l'ouest. Oui. Donc ça, vélo, campagne. Oui, vélo, campagne. Immersion dans la nature. Oui, c'est ça. Très bien. Emmanuel Sindrail. Alors, idem, moi, chaussures de randonnée pour les forêts domaniales de l'agglo du pays de Dreux et plus particulièrement celle près d'Annette. Près d'Annette. Voilà. Parce que là, c'est chouette. Exactement, il y a des chemins creux, des endroits ombragés. On peut partir en famille puisque la difficulté, c'est zéro en fait. C'est terrain plat, donc on peut se promener aisément et même avec des poussettes. D'accord. Superbe, la super boom interactive, c'est quand ça? Alors malheureusement, c'est fait, je vous y aurais bien invité. Ah bah oui, j'ai loupé ça. Mais il y a un appel à projet qui est lancé, je le fais tout de suite. C'est un appel à projet pour tous les danseurs et danseuses, amateurs ou pas d'ailleurs, qui veulent participer au projet qui s'appelle Rando d'ailleurs, qui sera donné en lieu et place du Festival Chant Libre version 3. Très bien. Christelle Minard, votre incontournable dans la région. La maison de Maurice Vlaminck à Rueil-la-Gadelière, on n'en a pas parlé. Non, c'est vrai, mais une très très belle programmation autour des œuvres du peintre. Donc tous les mois, la Fondation Maurice Vlaminck ouvre ses portes et très prochainement, un grand projet aussi scénographié autour de l'œuvre de Maurice Vlaminck. Et puis quand on est à Rueil-la-Gadelière, je vous parlais du château. Et puis bon, moi là, je fais un petit peu du Thymerais, donc je repasse par le château de Maillebois, un lieu aussi incontournable et magique. Les informations, on les trouve sur le site sur le site de l'Office de tourisme de l'agglo du pays de Dreux, sur le site de l'atelier à spectacle pour toute la programmation culturelle, mais aussi sur le site Eure-et-Loire Tourisme, parce que notre département n'a pas de frontières et vous pouvez, au-delà des frontières de l'agglo du pays de Dreux, aller revisiter le musée de Tante Léonie, Marcel Proust, à Illier-Combray, et manger une petite madeleine. Ah bah voilà, et on passe aussi au centre d'interprétation de la Renaissance à Annette, incontournable. Ça c'est pour repartir. D'accord. Merci chers amis d'avoir si bien défendu les couleurs de la destination de l'agglo du pays de Dreux. Cette émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec le pays de Dreux, un territoire nature royale à moins d'1 heure de la capitale.